Bonjour Stan, ça me fait vraiment hyper plaisir de te voir et de t'interviewer parce que je suis ce que tu fais. J'adore ce que tu fais et j'ai pendant très 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 longtemps donné en référence ton blog et encore maintenant. Et là, en fait, j'ai le plaisir de t'interviewer pour une grosse actualité. Mais d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous donner une petite présentation de toi? Yes. Donc, je m'appelle Stan Leloup. Aujourd'hui, la plupart des gens me connaissent via une chaîne YouTube que j'anime qui s'appelle Marketing Mania, qui aujourd'hui approche, et j'en suis pas très loin, des 300 000 abonnés. Je crois qu'on est à 299 450 abonnés sur YouTube, donc je suis très proche. 300 000 abonnés, c'est le prochain palier. Donc, sur la chaîne YouTube, on parle de marketing, bien sûr, comme son nom l'indique. On parle surtout de comment est-ce qu'on peut prendre des exemples auxquels tu n'aurais pas forcément pensé, les analyser pour en extraire les principes fondamentaux de psychologie humaine et les stratégies marketing que tu peux appliquer dans tes propres projets. Donc sur la chaîne, j'aime bien prendre des exemples comme l'année dernière, j'ai pris le groupe de rap PNL, j'ai pris le jeu vidéo Fortnite, j'ai pris des YouTubers comme PewDiePie, comme Thibaut InShape pour comprendre quels sont les ressorts psychologiques derrière leur succès. Et donc, mon grand message, c'est vraiment de comprendre au-delà des tactiques qui vont et qui viennent sur Internet avec les différents algorithmes qui changent les règles régulièrement, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un truc qui ne change pas, et c'est les gens en fait, c'est les gens en face et ceux avec quoi ils répondent. Donc, une des compétences qui est fondamentale si aujourd'hui tu veux faire du marketing ou monter un business, c'est de comprendre comment est-ce que tu vas créer un message qui va être impactant pour la personne de l'autre côté, quel que soit le médium que tu vas utiliser pour le lui transmettre. Donc ça, c'est la chaîne YouTube. J'ai aussi un podcast qui s'appelle également Marketing Mania, sur lequel je fais des conversations avec des entrepreneurs. D'ailleurs, on en avait fait ensemble. Tu avais Mhm. été parmi mes premiers invités. J'ai un site qui s'appelle marketingmania.fr qui résume mes différentes activités. Et je suis en train de lancer un livre que j'ai écrit qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos. Oh, justement, moi j'ai regardé le sommaire parce que le livre n'est pas encore sorti et il y a quelques chapitres qui m'ont vraiment waouh sauté aux yeux et j'adore en fait le titre du dernier chapitre. J'aimerais savoir si tu peux nous raconter un petit peu plus. Ce chapitre s'appelle Gagner votre liberté, 5 étapes pour transformer votre premier business en petit empire qui tourne tout seul. Alors justement, comment on fait pour transformer un business en quelque chose d'automatique qui tourne 24/24? Quels sont tes petits secrets? Raconte-nous tout ça. Hmm. Au moins, quand je parle de 5 étapes, en fait, je réfléchis en termes d'effet de levier. En fait, l'idée, c'est que si tu veux avoir un impact via un certain effort, la question, c'est comment est-ce que tu peux trouver des effets de levier qui vont multiplier ton effort et comment est-ce que tu peux faire pour transformer quelque chose. Donc, un exemple, avant de rentrer dans le détail des étapes de l'effet de levier, c'est par exemple YouTube. Donc, YouTube, c'est un effet de levier qui, moi, me permet de créer un contenu, de parler à une caméra une fois et de le multiplier et de toucher des dizaines de milliers de personnes ou pour mes meilleures vidéos, 1 million de personnes. Et donc, c'est vraiment un effet de levier où je peux, si j'avais pas cet effet de levier, il faudrait que je parle à chaque personne de manière individuelle, donc je pourrais pas toucher autant de monde et je pourrais pas avoir le même niveau d'impact. Donc, en gros, quand tu réfléchis en effet de levier, tu vois, quels sont les différents effets de levier que tu peux avoir? Le premier, c'est simplement ton temps. C'est OK, je vais bosser plus pour gagner Avoir plus plus d'argent. d'impact. Tu vois, donc ça C'est serait le niveau le 1. classique, ouais. C'est vrai que Ouais. souvent, même moi, j'ai un petit peu ce truc-là en disant merde, putain, il faut que j'augmente mon trafic. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais plus de contenu, je fais plus de guest Mm. posting, je fais plus de liens, je fais plus de promotions ou je travaille plus longtemps. Ouais. Et donc ça, c'est une réflexion, tu vois, c'est assez normal et c'est aussi le truc qui est le plus intuitif parce qu'en fait, si tu réfléchis à l'être humain dans son environnement naturel, tu vois, de chasseur-cueilleur, tu veux choper plus de fruits et légumes dans la nature, tu vas travailler plus, tu vas aller plus loin, tu vas chasser plus d'animaux, etc. Donc, tu vois, c'est un effet assez intuitif de plus d'efforts égale plus de résultats. Et évidemment, un des trucs qui est perturbant dans l'économie actuelle, et notamment sur le web, c'est que en fait, ce lien entre l'effort et le résultat, il n'est pas toujours aussi évident. Et il y a des gens qui peuvent travailler la même quantité, sauf qu'ils ont inventé Instagram et tout d'un coup, en 1 an et demi, ils ont vendu un truc qui vaut 1 milliard. Et du coup, c'est cet effet de levier via Internet où ils ont pu toucher leur audience. Donc, le niveau 1, c'est vraiment de travailler plus. Le problème, quand tu veux travailler plus, c'est que tu réalises qu'à un certain niveau, bah, tu es à un plafond et tu peux pas, tu n'as que 24 heures par jour et tu ne peux pas travailler tout le temps. Donc, le deuxième levier que tu peux activer, c'est de commencer à travailler à la performance et de commencer à augmenter tes compétences. Donc ici, si on prend l'exemple par exemple d'un freelance qui a maximisé ses heures, c'est l'idée de te dire, OK, aujourd'hui, je price mon service par rapport à mes concurrents, etc. Est-ce que je peux commencer à pricer mon service par rapport à la valeur que j'apporte et du coup aller chercher peut-être des clients qui sont plus gros, qui ont plus de budget et avoir un effet de levier sur mes compétences
même au-delà de mon temps et augmenter mon revenu par ces compétences avec ça. Donc, par exemple, si tu commences à développer des compétences qui sont un petit peu rares ou que les gens ne peuvent pas trouver ailleurs ou tu as un peu moins de concurrence, là, il y a un vrai effet de levier. Si tu deviens expert du copywriting dans un domaine bien précis, je sais pas, tu es expert du copywriting dans les suppléments alimentaires ou un truc bien précis et tu as des bonnes compétences à montrer et tu as un bon background à monter, bah là, tu as, un vrai effet de levier qui fait bonjour, bah moi, je coûte ça. Effectivement, c'est plus cher que Michu, mais Michu, euh, il n'a pas l'expérience que moi j'ai. Et puis moi, je peux vous apporter des résultats qui vont être meilleurs. Et puis, au final, par rapport à toutes les ventes que vous allez faire sur ma page, vous allez être beaucoup mieux servi. Donc, le deuxième niveau, c'est vraiment de travailler à la performance donc, ton levier ici, c'est d'augmenter tes compétences. Et les compétences, elles peuvent aller assez haut. Si tu regardes, tu as peut-être le top du top du top dans ce domaine, ça serait par exemple un sportif professionnel qui effectivement vend ses compétences, mais ses compétences, elles sont tellement rares que du coup, il peut les faire Kylian payer Mbappé, là, des il y avait millions. un reportage hier soir à la télé et je crois qu'il était passé d'un salaire de 80 000 euros par mois à 80 000 euros par jour. C'était son Ouais. salaire. Et ça, c'est le truc de quand tu ne peux pas être remplacé. Alors après, tout le monde ne sera pas, tu vois, à ce niveau de valeur et à ce niveau d'unique, mais quand tu ne veux pas être remplacé et quand c'est difficile de trouver quelqu'un d'autre, et bah, du coup, tu as un vrai levier sur ces compétences-là. Donc ensuite, une fois que tu as fait ces éléments sur tes compétences, tu dis quel est le levier suivant. Le levier suivant, ça va, pour moi, c'est vraiment être de commencer à utiliser la technologie pour faire levier. Et donc, c'est là où je te parlais de YouTube comme étant un levier technologique, mais ce n'est pas le seul. Pour simplement le fait d'être présent sur Internet, forcément, ça multiplie ton impact. Parce que sans Internet, ton seul levier, c'est géographiquement les gens qui sont autour de toi. Donc, c'est un premier levier. Pour moi, un des leviers les plus puissants, c'est vraiment l'email marketing. L'email marketing, quand tu commences à comprendre vraiment comment structurer tes autorépondeurs, comment structurer des segmentations, comment faire ça, tu peux en fait presque avoir l'impact d'un service un peu personnalisé, d'accompagner chaque client, de le prendre par la main dans son parcours client en ayant quelque chose que tu as conceptualisé une fois. Donc, sur des tunnels de vente que tu as fait une fois, tu peux t'en servir. Alors, parfois, il faut les mettre à jour. Mais grosso modo, moi, j'ai des tunnels de vente qui fonctionnent aujourd'hui, qui ont été mis en place en 2016, alors que je mets à jour au fil du temps. Mais quand même, le gros de l'ossature de ces tunnels de vente a été fait et continue à me servir. Donc, c'est un vrai levier parce que si je devais refaire à chaque lancement à partir de zéro l'ensemble de l'argumentaire de vente, j'y passerais des semaines à chaque fois. Mais c'est des actifs essentiellement que j'ai au sein de mon entreprise sur lesquels je peux faire levier et je peux me dire, tiens, OK, si j'envoie X personnes sur ce tunnel de vente, je vais en ressortir Y euros à la fin. Donc ça, c'est un vrai levier que tu vas pouvoir avoir. Le truc, c'est qu'en tout cas, dans mon cas, à un certain point, j'ai automatisé les tâches que je peux automatiser, mais il me reste encore plein de tâches qui ne peuvent pas être automatisées par des leviers technologiques, en tout cas à l'échelle actuelle. C'est là où je vais commencer à essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux déléguer mes tâches et construire une équipe. Donc là, la version la plus simple de ça, ça va être ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire de prendre un freelance qui fait des tâches, qui te fait gagner du temps, etc. Ce qui est une bonne manière de commencer. C'est comme ça que moi, j'ai commencé. Un des premiers freelances avec qui j'ai vraiment commencé à travailler, c'est l'ingénieur son qui fait le montage de mon podcast. Tout d'un coup, au lieu de passer 3 heures à faire un podcast, j'en passais 1 heure et demie où j'économisais voilà, la moitié de mon temps. C'était un vrai levier, c'était vraiment intéressant. Et c'est quelqu'un d'ailleurs avec qui je travaille toujours. Et l'avantage de commencer ce levier-là par des freelances, c'est qu'un freelance te demandera généralement moins de management. Ouais. L'ingé son, il connaît son travail et c'est ce qu'il faut faire. Une fois que tu lui as dit ce qu'il fallait faire et le délai, c'est bien. Maintenant, encore une fois, ici, tu vas y voir une limite. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'avais mes freelances qui faisaient des tâches, mais j'avais des projets que j'avais envie de faire. Et je me dis, c'est des projets qui sont trop importants, trop complexes. Je ne vais pas les donner à un freelance. Je vais donner un exemple d'un des premiers projets que j'ai fait avec une équipe quand j'ai commencé à recruter des gens à plein temps. C'est que du coup, je fais des formations en ligne et j'ai des gens qui suivent mes formations. Et je voulais, pour les gens qui suivent mes formations, leur faire un groupe de travail. Donc, tu peux Ouais, t'inscrire et on va te important de faire un groupe de 5 personnaliser. Ouais. personnes et tu peux t'appeler toutes les semaines et t'entraider. Donc, ça, c'est cool, c'est une super bonne idée. Mais comment est-ce qu'on va faire les groupes? Quels sont les critères qui vont. Est-ce qu'il faut mettre les gens ensemble parce qu'ils sont dans le même domaine? Ou est-ce qu'il faut mettre les gens ensemble parce qu'ils sont au même niveau? Est-ce qu'il faut mettre les gens ensemble parce qu'ils sont du même type de disponibilité? Comment est-ce qu'on les organise? Qu'est-ce qui se passe si un groupe ne s'entend pas? Qu'est-ce qui se passe si une personne veut changer de groupe? À quelle fréquence? Tu vois? Et combien de temps les groupes doivent durer? Il y a plein de questions à faire. Moi, à ce stade-là, j'ai déjà ma chaîne YouTube, j'ai déjà mes formations, j'ai déjà mes trucs, mes lancements. Je suis assez occupé et je n'ai pas l'espace de cerveau nécessaire disponible pour pouvoir prendre l'ensemble de ces décisions. D'un autre côté, je ne vais pas non plus pouvoir engager quelqu'un sur Upwork pour prendre ces décisions à ma place et pour pouvoir gérer un projet Ah oui, il ne connaît pas tes qui est… clients, il ne connaît pas ton Ouais. métier. Et il faut c'est comme ton image qui est en jeu.
Exactement. Et donc, sur tous ces projets qui sont assez complexes, où en fait, une partie de la mission que je confie à la personne, c'est de définir la manière dont le projet doit être mené. Et donc, du coup, bah, c'est à lui en partie de réfléchir à ces concepts. Moi, je vais lui donner une mission hein, de base, mais moi, j'en sais rien. Par exemple, quelles sont les bonnes questions à poser dans le formulaire? On peut essayer d'établir des hypothèses, mais je ne peux pas garantir que ça va fonctionner. Il faut que la personne puisse faire évoluer. Par exemple, en l'occurrence, on avait fait un formulaire qui était super long. Et du coup, ça prenait une plombe à tout traiter. Et on s'apercevait que la plupart des réponses n'étaient pas pertinentes par rapport à ce qu'on essayait de faire. Tu vois. Et donc, là, c'est là où j'ai commencé vraiment à réfléchir à mon équipe, non seulement en termes de je veux déléguer des tâches qui sont essentiellement voilà, des tâches qui sont bien définies, je veux avoir des gens qui sont capables de prendre des décisions aussi avec moi à ma place, qui sont capables de prendre un projet et de le rendre concret et de partir et de créer quelque chose. Et donc là, j'ai pu accomplir plein de projets. Donc, par exemple, euh, on fait cette interview, tu as été contacté par le biais de Marc qui travaille avec moi. Et bien sûr, si j'avais dû dire à Marc exactement chaque personne qu'il devait contacter, ben, j'aurais passé énormément de temps à créer cette liste de personnes à contacter. À la place, ce que je lui ai dit, c'est écoute, on va essayer de trouver des gens qui sont intéressants, notamment regarde du côté des anciens invités que j'ai eu sur mon podcast, regarde du côté des gens qui ont des podcasts, qui ont des chaînes YouTube, et je vais donner une liste de critères et on va essayer de trouver ensemble. Mais c'est lui qui a fait une grande partie de ce travail. Et ça fonctionne aussi parce que c'est quelqu'un que j'ai formé, c'est quelqu'un avec qui je passe du temps, etc. Mais ça me donne un levier d'action qui est Bah énorme. ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, j'ai recruté il y a 3 ans mon assistante Sabrina, qui est à Madagascar. Et c'est vrai qu'elle est capable de faire des choses, mais il y a des projets que je me dis, mais non, je ne peux pas y arriver parce que c'est trop compliqué, trop complexe et elle ne va pas y arriver. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vraie équipe avec toi, quoi. Mm. Mais Et donc ça, justement, tu vois, bah, là, vas-y. alors, on fait juste une petite aparté. Euh, Là, donc, c'est recruter une équipe, mais à ce moment-là, on est plus dans son sac à dos ou, parce que ça va être compliqué d'emmener ton assistant, ton équipe dans ton sac à dos. Ou alors, justement, tu travailles à distance. On travaille à distance. On travaille à distance. D'ailleurs, on peut en parler de la manière dont on travaille à distance. Donc moi, c'est quelque chose dans lequel je me considère que je suis novice et que le management, c'est pas une chose dans laquelle je suis extrêmement expérimenté. Tu vois, mon équipe, ça fait que un an et demi, un peu plus, que j'ai commencé à recruter vraiment des gens à plein temps comme ça. Donc je me considère pas comme un expert. Donc en fait, je travaille à distance. Et je m'appuie beaucoup sur le travail à distance sur des gens que je connais et qui font ça depuis plus longtemps, qui ont des plus grosses équipes et qui m'expliquent un petit peu comment ils fonctionnent. Et donc, voilà, j'ai discuté avec un entrepreneur qui travaille encore à distance et qui a eu un moment, tu vois, jusqu'à 50 personnes dans Waouh! différents continents. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, comment est-ce que tu fais? C'est quoi tes conseils? Tu vois, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, en gros, ce qu'il m'a dit, c'est que tu peux travailler à distance, mais c'est important que tu aies une période avec la personne pour te synchroniser. Lui, il me conseillait 3 mois, 3 à 6 mois. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à Bangkok, où j'habite, j'ai pris un Ok. bureau. Et j'ai dit aux gens, bah, si vous voulez bosser avec moi, ce qu'on va faire, c'est que je vous demande d'être 6 mois avec moi à Bangkok et de passer Wow! 6 mois ensemble dans le bureau. Et après, vous êtes libre De travailler en remote. d'aller vivre où vous voulez. Donc, en gros, tu vois, j'ai un peu le beurre et l'argent du beurre. Le truc, c'est que il faut que je recrute uniquement des gens qui sont prêts à bouger. Donc, ça, c'est une contrainte en termes des gens que je peux recruter. Mais une fois que les gens sont prêts à bouger, ben, on va quand même passer du temps ensemble bien synchronisé. Et une fois qu'on est bien synchronisé, honnêtement, au bout de 3 4 mois, on n'avait plus vraiment besoin d'être ensemble parce qu'on avait mis en place des process sur des meetings hebdomadaires. Moi, j'ai une particulière en tant que manager, c'est que je suis aussi auteur du contenu et donc j'écris beaucoup, donc je suis beaucoup dans mes trucs. Et donc, en fait, les gens doivent s'habituer à se dire, OK, bah, faut que j'ai une autonomie sur mes projets parce que je peux pas toutes les 5 minutes aller demander à Stan parce que si ça se trouve, il va pas être disponible, donc je vais être bloqué. Donc, on a commencé à mettre en place des process comme ça. Et puis ensuite, je leur ai dit, voilà, si vous voulez bouger, si vous voulez aller autre part, vous êtes libre d'y aller. Et je dirais que pour moi, l'important, c'est que comme moi, j'habite à Bangkok, j'ai pas envie de forcer les gens à habiter à Bangkok. J'ai pas envie de dire tu dois habiter à Bangkok. Et surtout, j'ai pas envie d'être dans une situation où il y a une personne que j'ai formée, avec qui on a une super relation de travail, qui a envie de continuer à travailler avec moi et qui doit partir pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le boulot, mais qui ont entièrement à voir avec la géographie. Moi, j'ai eu l'occasion d'une personne qui travaille avec moi, qui était une personne importante de mon équipe, qui s'est mis en couple avec quelqu'un qui était dans un autre pays. Et tout d'un coup, est-ce que j'allais lui dire, bah non, si tu pars, c'est fini, tu vois. Et ça aurait été vachement dommage de perdre un talent comme ça juste pour cette raison. Du coup, évidemment, ça te demande de structurer, tu vois, ta boîte pour le faire. Mais moi, ça me permet de vivre là où je veux sans me demander cette question. Et si demain, d'ailleurs bientôt j'ai prévu de déménager de Bangkok à Chiang Mai, c'est en Thaïlande, mais c'est pas non plus à côté, c'est dans le nord de la Thaïlande, c'est une ville avec beaucoup d'entrepreneurs
et un peu plus de nature que Bangkok, parce que Bangkok, ça commence à faire… C'est la ville. voilà, je commence à avoir faire le tour, tu vois, de la mégalopole, j'en ai eu un petit peu assez. Et je peux déménager sans me poser la question de qu'est-ce que je fais de mon équipe, tu vois, est-ce que je les abandonne, est-ce que je les amène avec moi, est-ce que je déracine encore tout le monde à chaque fois que je veux déménager. Ça serait une contrainte qui est énorme. Et là, pour le coup, les deux sont divorcés. Je peux me dire, OK, le business, c'est le business. Et là où j'habite, c'est là où j'habite. Et si j'ai envie d'aller habiter dans la Pampa, à droite, à gauche, si j'ai envie de faire ci ou de faire ça, je peux le faire. Donc, les deux sont séparés. Tu vois. Et ça, avoir une équipe, pour le coup, ça a des contraintes, c'est clair. En termes de… Non, mais l'effet de levier, comme tu dis, est démultiplié. ouais, C'est plus toi qui es le carrément. pilier, c'est l'équipe qui permet de faire des choses. Voilà, l'équipe qui permet de faire des choses. Et surtout, pour moi, la réalisation, c'était vraiment de dire, au lieu de déléguer simplement des tâches, délègue des décisions. J'ai un autre gars que j'ai rencontré qui avait aussi eu une grande expérience. Il est dans un de mes masterminds qui a une grande expérience dans le management. Il m'a dit, OK, si tu leur dis quoi faire, ils vont être tes bras, ils vont être tes mains, ils vont faire les choses à ta place. Mais si tu les laisses prendre leurs décisions, ils vont aussi être ton cerveau. Et au fil du temps, tu vas former un espèce de deuxième cerveau qui veut prendre ses décisions. Et comme moi, en fait, je suis beaucoup dans la création de contenu sur les éléments. C'est compliqué pour moi d'être dans chaque détail de chaque décision, sur chaque partie du business, sur chaque action qu'on fait, sur chaque coaching, sur chaque réponse à un client. Et donc, j'ai besoin de gens qui peuvent prendre ces décisions et donc, du coup, qui ont une certaine autonomie. Et pour moi, ça a été un énorme déclic parce que du coup, on peut faire des projets où je me dis, ce projet, je ne serai pas à même de gérer tous les détails, mais ce n'est pas grave. Tant que j'ai un appel une fois par semaine avec la personne et qu'on peut checker ensemble, je fais confiance à cette personne pour mener le truc. Et ça a largement grandi mon champ d'action qui était possible parce que ça a libéré, tu vois, cet espace. Plus que le temps, ça a libéré aussi de l'espace mental. Et finalement, si on veut juste boucler sur le 5e niveau, et puis après, on peut revenir où tu veux, s'il y a un autre niveau si tu voudrais revenir en arrière sur un des éléments, mais comme j'avais teasé aux gens 5 niveaux, je vais être sûr de ne pas le louper. Le 5e niveau et le niveau final, c'est quand tu commences du coup à faire levier sur ton capital. C'est quand tu commences à dire, OK, on génère tant d'argent, on peut le déployer là, on va racheter des trucs, on va l'investir. Il y a plein de gens qui sont intéressés aujourd'hui par la bourse, par l'immobilier, etc. Et ça, c'est un peu le levier final que tu acquiers avec tous les autres leviers. Et là, si tu es entrepreneur, ça peut vouloir dire racheter d'autres sites ou racheter d'autres business ou racheter des sites e-commerce ou simplement utiliser ton capital pour monter un autre business, pour monter un business annexe, etc. Ou alors, ça peut être investir dans des actifs comme l'immobilier, etc. Donc ça, je pense que c'est le dernier levier. Mais encore une fois, c'est intéressant de penser que tous ces éléments-là qui ont l'air sur la surface totalement différents. Quel est le rapport entre le management et la création de vidéos YouTube et l'investissement? Pas grand-chose. Mais en fait, ce que c'est un effet de levier où tu utilises un élément pour démultiplier en fait tes efforts. Et par exemple, si tu peux investir dans des business, tu peux démultiplier l'effort intellectuel que tu y mets parce que derrière, tu as la rentabilité du truc, tu as ton capital qui augmente, etc. Donc voilà. Donc si il faut retenir, il y a vraiment ces fameuses 5 étapes. D'abord, mieux gérer son temps, ensuite automatiser, etc., etc. Puis arriver le déléguer, pas que des tâches, mais également des missions. Et le dernier niveau, c'est investir avec son capital et pourquoi pas racheter des sites internet, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est ces 5 étapes très importantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres messages importants qu'il faut retenir dans ton livre? S'il y avait 3-4 idées que je pourrais mettre en place dès demain, enfin moi, surtout nos lecteurs, et moi aussi d'ailleurs, quels sont les petits trucs que tu me dis, waouh, ça c'est quelque chose que moi j'ai appris dans ces dernières années, et si je l'avais su il y a 5 ans quand j'ai commencé, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc j'en ai un premier et c'est lié à mon message central. Donc mon message central, c'est vraiment se concentrer sur cette psychologie humaine et sur ces éléments fondamentaux. Et la question, c'est comment est-ce que tu vas vraiment comprendre cette psychologie humaine et ces éléments fondamentaux et comment est-ce que tu vas t'en servir pour concrètement créer des nouvelles idées. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aller analyser des business qui sont dans des domaines totalement différents du mien. Par exemple, moi, je suis beaucoup sur YouTube. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre comment fonctionnent des YouTubeurs qui ne sont pas du tout dans le domaine du marketing, qui ne vendent pas de formation, mais qui sont dans des domaines totalement différents et de voir si je ne peux pas trouver des idées. Parce que si je regarde les autres personnes qui font du marketing, je vais faire les mêmes choses que les autres personnes qui font du marketing. Et moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma chaîne a percé, c'est parce que mon format est différent de ce que font les autres. Donc, la plupart des gens sur YouTube, ce qu'ils font dans le domaine du marketing, c'est ils sont face caméra, ils ont un sujet, ils donnent quelques conseils face caméra et voilà, c'est ça. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est une chaîne américaine qui s'appelle Nerdwriter qui fait des analyses de films. Et en gros, il va t'analyser une scène de manière très spécifique, très, très montée, très écrite. Il va t'analyser des différents films.
Mais tiens, c'est vachement intéressant parce qu'on apprend plein de trucs sur le cinéma avec lui et il a un contenu vachement fouillé, vachement monté, vachement écrit et ça marche bien. Sa chaîne, elle marche bien et elle a des bonnes performances. Je me demandais, tiens, est-ce qu'il y aurait la même chose à faire dans le domaine du marketing si je faisais des analyses un peu sur ce format, mais dans le marketing? Et du coup, je suis arrivé avec un format que personne du tout ne faisait et auquel personne n'avait jamais vraiment pensé. Pas parce que je suis un génie, j'ai trouvé l'idée de nulle part, mais parce que je l'avais vu autre part. Et je me suis dit, tiens, OK, si je prends ce que lui, il a appris et ce qui semble marcher pour lui et le niveau d'analyse que lui, il semble apporter, qui semble marcher pour son audience, et je l'apporte dans mon domaine. Et c'est une réflexion que je me fais souvent. Par exemple, récemment, j'ai découvert différentes chaînes. Il y en a une qui s'appelle Corridor Crew, il y en a une qui s'appelle Graham Stephan Show. Et en gros, leur concept, c'est de la réaction. Et plus spécifiquement, Corridor Crew, c'est des artistes d'effets spéciaux. Et donc, ils te font des vidéos qui sont intitulées artistes d'effets spéciaux réagissent aux effets spéciaux de tel film, Ah de oui, Matrix, par exemple. j'ai déjà vu cette chaîne où ils Mm. racontent en fait quand les gens font des cascades et ils disent ah, Yes, celui-là il s'est fait mal en faisant ça, celui-là il s'est etc., etc. Oui, c'est une très bonne exactement. chaîne. Exactement. C'est une très bonne chaîne et ce format-là en particulier fonctionne très bien pour eux et ils l'ont répliqué et ils ont fait probablement maintenant une vingtaine de vidéos sur ce format et ça marche très bien et les vidéos performent très bien sur eux. Graham Stephan, il a essentiellement un format qui est dans un domaine différent. Donc lui, il parle d'investissement et d'argent, mais son format, c'est millionnaire réagit à. Donc par exemple, une chaîne YouTube va faire une vidéo sur comment les millennials dépensent leur argent. Et lui, il va réagir à ça en disant « Mais non, mais vous ne comprenez pas, vous dépensez trop d'argent à Starbucks, c'est n'importe quoi. » Mais son format, ça reste la même. C'est une personne qui s'y connaît dans un domaine, réagit à quelque chose dans ce domaine. Et du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est est-ce que je peux faire marketeur professionnel, réagit à la dernière pub de Danone, réagit à Macron, réagit à tel Bon, truc, tu d'ailleurs, vois. même Est-ce plutôt, que… tu aurais plus intérêt à sortir ton domaine parce que réagir dans une pub, ça resterait dans le Ouais, microcosme. Mais comme tu l'as fait avec Fortnite, tu sors en fait de ton domaine particulier, tu touches un domaine qui est beaucoup plus large, qui a un ensemble beaucoup plus important. ouais. Donc, en gros, le concept, tu vois, l'idée que j'en ai extrait ici, au-delà du domaine particulier de l'investissement ou des effets spéciaux, c'est ah tiens, les gens aiment bien voir une personne qui est un expert dans un domaine réagir à quelque chose dans son domaine. Il y a aussi une chaîne qui fait des avocats réagissent à des séries avec des avocats. Tu sais, les séries légales qui sont beaucoup aux États-Unis, comme Suits ou comme euh, How to Get Away with Murder, des trucs comme ça. Et donc, eux, ils vont réagir à ça. Donc, un expert réagit à un truc. Il dit, tiens, est-ce que ce format, il est applicable dans le marketing des vidéos de réaction? Et du coup, je vais aller voir qu'est-ce qui fait que leur réaction fonctionne. Donc, un des éléments que tu vois dans ces vidéos qui font que leur réaction fonctionne, c'est qu'ils vont souvent avoir des réactions qui sont vraiment démesurées. Tu vois, et ils vont vraiment réagir de manière très Émotionnel. forte aux choses. Ils vont surjouer un petit peu l'émotion, mais aussi, ils vont mêler à ce divertissement une partie d'éducation. Donc, c'est une manière d'avoir un expert qui t'explique un truc tout en Ouais, et puis ils ayant… racontent leur histoire, ils font du ouais, storytelling, ils font des ouais. anecdotes. Et eux, par exemple, tu vois, c'est très intéressant si tu regardes le détail de Corridor Crew et des extraits qu'ils mettent. Donc, ils vont te mixer des extraits où ils vont vraiment expliquer. Donc là, ici, regarde, ils ont pris un mec et ils ont remplacé son visage. Et ici, il y a un cascadeur qui fait ça. Et ils vont avoir des trucs très didactiques. Et ils vont mixer ça avec des trucs qui sont là uniquement pour éliciter des réactions extrêmes. Et où ils vont montrer un truc totalement moche et totalement mal fait. Ils vont dire, waouh, j'y crois pas, ils ont fait ça, c'est totalement nul. Et là, c'est pas didactique, mais c'est juste pour le divertissement. Et la manière dont ils vont équilibrer ça, et je me demande, OK, qu'est-ce qui fait que c'est équilibre? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça fait marrer les gens? Tu vois, quel est l'équilibre entre leurs différents formats? Eux, en l'occurrence, tu vois, ils sont plusieurs. Et quel est l'impact d'avoir trois personnes qui réagissent en même temps et l'interaction entre eux et le Bah, c'est côté mieux bande de parce que potes qui une réagit à quelque personne, ça fait chose? professeur, c'est assez mou, tandis que les trois, ils peuvent se comparer leur expérience, avoir de l'émotion, partager des choses, etc. C'est beaucoup plus fort. Mm. Et donc, du coup, et eux, bien sûr, ils ont aussi un truc où ils ont des invités. Donc, ils vont avoir des invités, souvent, qui vont réagir à leur propre contenu. Donc, ils vont avoir un cascadeur qui va réagir à ses propres cascades et expliquer comment il a fait les cascades. Donc, c'est assez fort. Et tu vois, je me dis, est-ce qu'il y aurait pas un truc, est-ce que je peux faire un truc où je trouve des youtubeurs qui ont fait une vidéo virale et je les invite et je fais tel youtubeur réagit à des vidéos virales et pourquoi est-ce que ça marche, etc. Tu vois, et comment est-ce que je pourrais adapter ce format? Et vraiment aller voir dans des domaines qui sont différents du tien et te demander comment est-ce que je peux importer ce truc-là dans mon domaine, c'est là où tu vas pouvoir réfléchir de manière nouvelle parce que c'est compliqué de s'asseoir sur un bureau. C'est parfois ce que les gens font quand ils veulent avoir une idée de business, entre guillemets, originale. Ils s'assoient devant leur bureau et font oh, idée originale, idée originale, idée originale. Mais le truc, c'est que c'est pas comme ça que tu trouves une idée. Souvent, une idée, c'est une nouvelle combinaison ou un twist ou connecter des trucs qui sont différents. Et donc, aller voir des trucs dans des domaines différents et te dire, OK, si je faisais la même chose dans mon domaine, qu'est-ce que ça ferait? Donc, je vais voir des gens, par exemple, voilà,
Donc, eux, en l'occurrence, ils ont toute une stratégie sur Patreon de financement participatif. Ils interagissent avec la communauté. La communauté peut voter pour les prochaines vidéos. Je me dis, bah tiens, pourquoi est-ce que moi je fais pas ça? Pourquoi est-ce que je ne propose pas aux gens de voter pour mes prochaines vidéos? Ou peut-être uniquement aux gens qui sont des clients. Ou peut-être uniquement aux gens qui ont précommandé mon livre. Et d'un coup, je peux dire précommandez mon livre et vous pourrez voter pour ma prochaine vidéo. Tu vois, c'est des idées comme ça. Est-ce que tout seul, j'aurais pensé en me disant des idées de promotion pour mon livre? Peut-être pas. Mais quand je commence à analyser des gens, je trouve plein d'idées qui sont intéressantes. Et là, du coup, ça récompense pas mal ta curiosité et surtout de comprendre quand tu vois quelque chose qui marche, au lieu de te dire ah tiens ça marche c'est cool, te dire pourquoi est-ce que c'est cool, pourquoi est-ce que c'est bien, pourquoi est-ce que j'ai pris du plaisir à regarder cette vidéo, quels sont les principes qui m'ont diverti, comment est-ce qu'ils ont accroché mon attention sur le titre, sur la miniature, sur les premières secondes de la vidéo, comment est-ce qu'ils accrochent. Je donne un autre exemple. En ce moment, je lance un livre et du coup, je me suis dit tiens, je me demande comment différentes personnes dans des domaines différents vendent leurs livres. Et il y a un YouTuber, j'avais déjà analysé les vidéos de vente de son premier livre qui s'appelle Fabien Olicard. Il a une nouvelle vidéo. Il a un nouveau livre pardon, qui est sorti en fin d'année dernière. Et il a une vidéo du coup où il présente son livre. Et son livre s'appelle Votre temps est infini. C'est un livre sur la productivité et sur comment gérer ton temps. Et en gros, la vidéo commence. Il est là et il fait tic-toc, tic-toc, tic-toc. Et après, il vient te voir et il te fait voilà, bah, c'est le temps qui passe et on ne peut pas le récupérer. Et moi, j'ai cette montre. Et cette montre, elle m'indique que j'ai 38 ans, 6 mois et 4 jours à vivre. Et c'est une montre qui est programmée pour me dire quand je vais mourir. Ouais, il a Et regardé j'ai le vu ça. film déjà qui est sorti là, tu sais, avec comment ça s'appelle, cet acteur américain là, où tu as ta montre qui te dit combien de temps, enfin, tu as ton Ouais. truc, ton compteur, et finalement tu cours contre la montre. Hmm. Mais tu vois, si tu es comme moi, un étudiant de YouTube, cette accroche de vidéo, elle est géniale. Le gars, il est en train de te vendre un livre sur optimiser ton temps. Comment est-ce qu'il va l'accrocher? Il va l'accrocher en réveillant en toi l'anxiété du temps qui passe, du TikTok, de la montre qui passe, et tu vas mourir si tu n'es pas productif. Bah, le temps n'est pas infini, tu vois. Et voilà, et j'ai vu ça, je me dis, tiens, quelle accroche super, tu vois, quelle vraiment une bonne manière de t'accrocher dans la vidéo et de te planter un petit couteau émotionnel en seulement quelques secondes, presque sans rien te dire, vraiment en quelques phrases. Tu vois. Et je me suis dit, tiens, bah, quand je vais présenter mon livre sur ma chaîne, il faut que je trouve une accroche qui puisse être aussi forte. Il faut que je trouve, tu vois, la réaction épidermale qui va faire que les gens vont se dire, ah tiens, il faut que je regarde cette vidéo. Bah, ça me fait marrer, ça me rappelle Hardisson, à l'époque, bon, tu n'as peut-être pas connu, mais qui avait une émission et il disait bon, si l'audimat n'augmente pas, je tue le chien. Et bon, ça arrive Ouais. plusieurs fois. Il tue, bon, il tuait pas vraiment le chien, mais c'était ça. Et tu vois, il y a pas plus tard qu'il y a 2 soirs, j'ai fini un petit podcast. Et c'est vrai que j'étais à un moment de leur dire si vous aimez cette vidéo, faites un commentaire, autrement, je vais arrêter ou des choses comme ça. C'est dire allez, il faut que vous bougiez, les gars. C'est vous qui faites l'émission, entre guillemets. Mais moi, je trouve que ton gros succès, c'est comme tu l'as dit, c'est avoir réussi à adapter au marketing des techniques externes. Et toi, tu as vraiment introduit en France la notion d'infotainment, c'est-à-dire que certaines de tes vidéos, dont celles qui ont le plus de succès, étaient là-dessus, c'est de l'amusement, en fait, ou du divertissement avec du sérieux. Le Loup de Wall Street, je crois que c'est une de tes meilleures vidéos actuellement. Ouais. Donc là, c'est Mm. vraiment c'est ce sujet qui était vraiment intéressant et je pense que c'était assez vraiment clivant à l'époque. Le seul à avoir mis comme ça un film ou quelque chose qui était un petit peu drôle et l'avoir mis dans l'univers du marketing. Donc, est-ce que tu peux justement nous donner un petit peu tes petits secrets d'une vidéo qui cartonne? Parce que je sais que ce n'est pas forcément les hacks qui t'intéressent, mais c'est plutôt le fond ou le concept. Mm. Donc pour moi, aujourd'hui, la manière dont je vais réfléchir à ces vidéos qui vont cartonner, donc les vidéos virales, en fait, il me faut 2 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est l'ingrédient qui est le plus évident sur la surface. C'est il me faut un exemple, une étude de cas intéressante, voilà, que les gens ont des chances de connaître. Donc, quelque chose qui est familier sur la miniature. Puisqu'évidemment, si je parle à mon audience, être moi-même sur la miniature, c'est intéressant parce que les gens me connaissent et m'apprécient. Mais si je veux faire une vidéo virale, par définition, qui va aller bien au-delà de mon audience, ma tête, ça ne sert à rien. Et donc, du coup, il faut que je trouve un autre exemple, quelque chose sur lequel les gens ont envie d'apprendre des choses. Et ce que j'ai découvert à ce niveau-là, c'est que les gens sont assez curieux en fait et on ne donne pas forcément aux gens le mérite de la curiosité qu'ils peuvent avoir. Et si tu peux expliquer aux gens les leçons du succès derrière quelque chose, ils seront curieux de se dire bah, tiens, c'est vrai que ce truc-là, il marche vachement et je me demande pourquoi. Et par exemple, tu vois, le groupe PNL ou le jeu vidéo Fortnite, il peut avoir un intérêt pour ça. Et le deuxième point qu'il me faut pour faire une vidéo, et c'est souvent le point qui est le plus difficile à trouver, c'est il me faut un concept fort, il me faut quelque chose qui peut guider la vidéo. Parce que si je fais une analyse sur un sujet, et je te donne juste différents petits éléments d'analyse que j'ai trouvés par-ci par-là et je te fais un peu un récapitulatif.
t'en ressortiras pas en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose de fort et t'en sortiras. Voilà, on m'a donné différentes choses, mais quelle est la grande leçon ici que je peux en tirer? Et donc, j'essaie de trouver un grand concept. Souvent, ce que j'ai un livre et ce livre parle pas de cet exemple, mais ce livre est un filtre parfait pour expliquer l'exemple dont je te parle. Et donc, je peux te faire à la fois un résumé de livre qui est déguisé en analyse d'un truc. Mais du coup, tu as appris un concept fondamental qui est présenté dans le livre par le biais d'une étude de cas bien spécifique auquel tu n'aurais pas pensé. Donc, par exemple, dans la vidéo que j'ai faite sur le jeu vidéo Fortnite, un, un des concepts qui est au centre de cette vidéo, c'est le livre Hooked de Nir Eyal, qui est un livre sur la manière dont les produits sont conçus pour créer essentiellement un comportement d'addiction et pour être un peu addictif et tu as envie de continuer à y jouer. Et quels sont les leviers qui vont permettre que le produit fasse ça? Donc lui, bien sûr, dans son livre, il ne parle pas du tout de Fortnite. Moi, je me dis, c'est vrai que le concept que lui il propose, il s'applique assez bien aux jeux vidéo Fortnite. Et donc, du coup, je vais mêler les deux. J'avais fait une vidéo sur un YouTuber qui s'appelle Jake Paul. Et dans cette vidéo, j'utilisais un livre de Ryan Holiday qui s'appelle Croyez-moi, je vous mens, qui est un livre sur la manière dont on peut manipuler les médias. Et donc, du coup, j'ai dit, tiens, la stratégie de Jake Paul qui a l'air sur la surface totalement débile, où il fait n'importe quoi, c'est peut-être une manière efficace de gagner de l'attention et de manipuler les médias. Sur d'autres cas, par exemple sur PNL, je n'avais pas de livre, mais j'ai passé beaucoup de temps à analyser le groupe de rap PNL en me demandant quelle est l'essence et le fondamental de leur stratégie. Et ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que parmi tous leurs éléments, en fait, le point commun, c'était la rareté et que PNL suivait une stratégie marketing qui était en fait une stratégie marketing qui était héritée de l'univers du luxe. Et ça, quand j'ai compris ça, je me suis dit, tiens, ça fera une super bonne vidéo parce que personne n'a jamais connecté le groupe de rap PNL qui a une esthétique de deal de drogue avec l'univers du luxe. Mais en fait, si tu regardes les stratégies, c'est les mêmes. C'est la rareté, c'est l'exclusivité et c'est surtout le fait qu'en consommant ton produit, tu permets à la personne qui le consomme de renvoyer une certaine image de lui-même. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, tiens, c'est vraiment la manière dont je peux expliquer et j'ai un concept vraiment fort pour faire ma vidéo. Et du coup, ce concept va se retrouver à la fois dans l'accroche de la vidéo. La vidéo PNL, l'accroche, c'est comment PNL est devenue une marque de luxe. Et là, si tu as suivi, tu te dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que PNL, c'est une marque de luxe? C'est pas un truc, il y a un peu un contre-pied que je prends dans l'accroche. Et je sais que quand tu arrives à la fin de la vidéo, toute ma thèse qui a été développée pendant, je crois, la vidéo dure 17 minutes, va vraiment être satisfaisante. Et tu vas arriver à la fin de la vidéo en disant, waouh, c'est vrai, il m'a vraiment montré ce qu'il m'avait vendu à l'origine. Et j'ai appris un truc différent sur ce groupe de rap sur lequel les gens ont pas mal écrit. Parce que la presse en a beaucoup parlé, mais sans jamais vraiment t'expliquer le pourquoi. Les gens expliquent, ils Pourquoi font du pas phénomène? Ils d'interview, présentent le ils ont fait phénomène, ils ci, ils ont n'expliquent fait pas ce ça. qu'il y a derrière. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, voilà, c'est là où moi, je pense, est la formule pour moi d'une bonne vidéo. Après, la miniature et l'accroche est cruciale. Mais généralement, si tu as un phénomène qui est populaire et un bon concept, tu trouveras une accroche. Mais maintenant, il faut trouver une accroche qui prend le sujet à contre-pied. En gros, il faut qu'il y ait un truc contre-intuitif ou Ouais, qui disent, mais c'est quoi ce truc-là? Je veux en savoir plus, quoi. ouais. Donc, je te donne quelques exemples. Par exemple, comment PNL est devenu une marque de luxe. Ok, pourquoi? Parce que si tu te dis comment Louis Vuitton est devenu une marque de luxe, ça ne t'intéresse Ouais. pas. Comment PNL est devenu un super groupe de rap, c'est évident. Tu vois, mais comment PNL est devenu une marque de luxe, c'est intéressant. J'avais une autre vidéo qui s'appelait Squeezie versus Thibaut InShape, deux points, les youtubeurs ne sont pas vos amis. Et là, tu dis, ah tiens, pourquoi est-ce que les youtubeurs ne sont pas vos amis? Donc, en plus, tu vois, les deux gros youtubeurs qui sont cités, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas vos amis? J'avais une vidéo qui s'appelait La justicière de YouTube accuse un innocent. Ça, tu vois, Ouais, c'est j'avais pareil. déjà vu. Si Ouais. c'est une justicière, comment est-ce qu'elle accuse un innocent? Tu vois, il y a une contradiction inhérente. PewDiePie, de point, la star improbable qui va dominer le 21e siècle. Et dès le début de la vidéo, l'accroche, c'est en gros, je te montre un clip de PewDiePie qui a des espèces de couettes, qui a une espèce de tutu rose et qui fait une danse débile. Et après, je te dis, est-ce que c'est pas un peu bizarre que ce gars-là, qui fait une danse débile, soit le YouTuber le plus suivi au monde aujourd'hui? Et non seulement c'est le YouTuber le plus suivi au monde aujourd'hui, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi PewDiePie, essentiellement, nous montre quel sera le futur de la célébrité et le futur des gens qui vont être connus voilà, dans 10, 20, 30 ans au 21e siècle. Et là, tu vois, c'est une accroche qui est assez forte en termes de, si je t'avais juste dit, voilà, comment PewDiePie a reçu beaucoup d'abonnés. Voilà, ça peut être intéressant. Mais là, j'essaie de trouver un truc qui te prend un contre-pied. C'est souvent là où se trouve ma formule, tu vois, aujourd'hui. Et, euh, et ça fonctionne plutôt bien. Mais du coup, ça me demande de rassembler pas mal d'éléments. Donc après, parfois, les gens me demandent comment tu trouves tes idées. En fait, le truc, c'est que quand je fais assez peu de vidéos,
au fil du temps, je collecte et j'accumule pas mal d'idées. Et en fait, ce que je fais, c'est que parmi mes idées, j'essaie de les filtrer parmi celles qui ont une accroche forte et un concept fort, et les autres restent un peu dans les cartons et j'essaie de continuer à les développer. Mais parfois, tu vois, il y a des idées qui coagulent pas tout à fait et que je fais pas parce que comme je fais peu de vidéos, de toute manière, je peux être assez sélectif. Et du coup, je suis toujours en quête, tu vois, de tiens, est-ce qu'il y a un film et est-ce que ce film il illustre un concept marketing ou un concept psychologique intéressant, ou est-ce qu'il y a un élément qui va buzzer dans l'actualité et sur lequel moi je peux avoir une lecture totalement différente par l'œil du marketing, ou le connecter avec un concept, ou connecter deux stratégies marketing qui n'ont rien à voir et te dire en fait c'est la même chose, comme j'avais fait avec PNL et l'univers du luxe, tu vois, plein d'éléments comme ça. En gros, te dire un truc surprenant sur quelque chose que tu connais déjà, parce que les gens aiment bien connaître la face cachée ou les raisons du succès de quelque chose. Et plus cette chose est connue, bah, plus j'ai de pertinence à en parler. Personne ne me dit, bah, tiens, Marketing Mania, pourquoi tu parles que de trucs connus? Bah, parce que j'en parle, parce que c'est connu, parce que ça marche, parce que je fais du marketing, tu vois. Donc, j'analyse forcément les trucs qui sont connus et Comme c'est je dis, assez si tu fais naturel. une vidéo sur Kylian Mbappé, tu auras plus de succès que sur un Ouais. obscur joueur de Ligue 2 qui est pas Mm. connu, quoi. Ouais. Et puis en plus, si tu mets un peu d'émotion là-dessus, tu vas avoir tous ces fans qui vont débarquer et qui vont. Bah, d'ailleurs, t'as pas eu trop d'ennuis avec les fans de PNL, ou au contraire, ils ont Les, réagi les, là-dessus? les fans de PNL étaient assez contents et j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur cette vidéo de gens qui me disaient ouais, tu as vraiment bien expliqué le succès du groupe, etc. Ce qui était assez gratifiant pour moi parce que je connaissais pas. Enfin, si tu veux, je suis pas un expert du monde du rap. Donc, c'est une vidéo sur laquelle j'ai dû faire beaucoup de recherches pour comprendre le contexte du monde du rap et ce qu'ils avaient de différent par rapport à d'autres personnes. Et j'avais des gens qui étaient des fans et qui m'ont dit que tu as bien expliqué la dynamique au sein des fans, donc ça m'a plu. Là où j'ai eu plus de commentaires négatifs, c'est souvent si j'analyse un YouTuber. Parce que si j'analyse un YouTuber, étrangement, les gens ont l'impression que nécessairement je Tu critique juges. le YouTuber. Ce qui n'est pas forcément le cas. Parfois, j'explique juste les secrets du succès de quelqu'un, enfin, les ressorts du succès de quelqu'un en expliquant les tactiques psychologiques qu'il explique. Et les gens me disent, notamment c'était le cas quand j'avais fait ma vidéo sur Micode, par exemple, qui était une vidéo où fondamentalement j'étais élogieux sur Micode et sur son succès, mais en t'expliquant qu'il avait des tactiques psychologiques qui lui ont permis de décoller rapidement. Et pas mal de fans de Micode, du coup, sont venus sur ma vidéo en me disant « t'es juste jaloux de son succès, etc. » et qui avaient l'impression qu'en fait, c'était une vidéo que je faisais pour le clasher et pour dire qu'il manipulait ses abonnés. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et d'ailleurs, Micode lui-même a vu cette vidéo et j'ai déjà été en contact avec lui et je sais qu'il suit ma chaîne, etc. Et lui-même, il n'avait pas du tout pris comme étant une critique parce que ce n'était pas le cas. Et je sais que c'était le cas aussi sur la vidéo que j'avais fait avec Fabien Licard. J'ai fait une vidéo sur Fabien Licard plutôt, où j'expliquais comment il vendait son livre. Et il y avait des gens qui avaient l'impression que je l'accusais d'être un pourri qui faisait de la vente sur son site, alors qu'au contraire, ce que je disais dans ma vidéo, c'était c'est intéressant la manière dont il le fait, en grande empathie avec sa communauté. Fabien lui-même avait mis un commentaire sur la vidéo qui était positif, et puis après, je l'ai eu sur mon podcast. Donc lui, il l'avait pas mal pris, mais certains de ses fans, en fait, certaines personnes ont l'impression que dès que tu dis que quelqu'un fait du marketing, c'est forcément que tu dis que cette personne te manipule ou fait mal les choses, ce qui est pas forcément le cas. Et donc souvent sur les vidéos où j'analyse des youtubeurs, je vais avoir des gens qui tombent dessus et qui comprennent pas la démarche derrière ma vidéo, malgré toute ma bonne volonté en fait de dire qu'on va analyser le succès de cette personne, etc. C'est dû aussi, pour être honnête, au fait que dans mes accroches, je joue aussi souvent sur cette contradiction. Donc Fabien Licard, c'était Fabien Licard, comment vendre à votre tribu. Micode, c'était comment Micode hack votre cerveau. Squeezie le Stable Chef, c'était ces youtubeurs ne sont pas vos amis. Donc Bah, c'est normal, après, je ne peux pas me c'est plaindre. un petit peu la polémique. Tu cherches un petit peu cette polémique-là, Ouais. mais même si dans les faits, bah, ça y est pas, la polémique permet comme ça d'accrocher, d'attirer un petit peu l'œil, quoi. Et parce que si tu veux, en gros, si tu regardes un film aujourd'hui, tout film, c'est quoi? C'est une histoire de conflit. C'est une personne qui veut quelque chose, mais l'autre personne ne veut pas lui donner. Et elle doit trouver comment surmonter les obstacles pour atteindre son objectif. Fondamentalement, ce qui intéresse l'être humain, c'est ce conflit et c'est comment est-ce que on va atteindre l'objectif. Si tu regardes un film où The tout le monde Hero est gentil, tout le monde Journey, est ami et il ne se passe rien. ouais, c'est The Hero Journey qu'on retrouve Ouais, partout. exactement. Ulysse, l'Iliade et l'Odyssée qu'on retrouve avec le retour du Jedi, enfin les Star Wars, qu'on retrouve avec les Harry Potter et tout ça. C'est toujours un petit peu la même Carrément. chose. Il y a l'ingrédient spécial qui est une baguette magique, une épée, la force, machin. Et puis il y a un méchant qui finalement à la fin redevient un gentil. Enfin bref, tout ce truc assez habituel, quoi, le scénario. Mais du coup, ce que ça te donne, c'est que s'il n'y a pas un conflit central dans ce que tu racontes, voilà, ces gens veulent avoir, un Un conflit, une ressort d'émotion. contradiction Ouais. et voir comment est-ce que ça se résout. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, il y a toujours
dans mon titre, il y a toujours une forme d'histoire, il y a une mini-histoire. J'essaie de comprendre comment en une phrase et en une image, je peux essayer de te raconter une mini-histoire ou une mini-accroche d'une histoire où tu as envie de voir le fin mot. Et c'est pour ça que je cherche toujours cet élément de contradiction, cet élément de storytelling ou un élément de dynamique ou un élément de mystère où tu veux savoir ce qu'il y a derrière. Parce que fondamentalement, l'esprit humain, c'est ça, c'est de comprendre, OK, il se passe quelque chose et je ne suis pas sûr de comprendre et donc j'ai la curiosité de comprendre ce qui se passe derrière. Et c'est toute une… D'ailleurs, en parlant d'étudier YouTube, regarder YouTube juste en regardant les miniatures et les titres, c'est vachement intéressant. Surtout si tu regardes les vidéos qui te sont recommandées, comment est-ce qu'il accroche l'attention en une phrase et une image? Et comment est-ce que les YouTubeurs qui vont faire le buzz, comment est-ce qu'ils accrochent et comment est-ce que leur titre est pensé, comment est-ce que leur miniature est pensée? Et ça te dit quelque chose sur l'esprit humain et comment, avec très peu d'informations, on va extrapoler et se dire, tiens, cette vidéo, il y a un truc, j'ai un feeling et je vais cliquer dessus, je vais voir ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qui crée ce feeling avec très peu de choses? Et voilà, ça fait partie de ces trucs. Moi, je suis un admirateur des miniatures sur YouTube et des gens qui sont très forts là-dessus, notamment PewDiePie, que je citais, est très fort là-dessus. Corridor Crew, dont on a parlé, sont très forts là-dessus. Le titre et la miniature d'une vidéo sur les artistes effets spéciaux réagissent à. C'est toujours bien spécifique sur le choix, tu vois, des images qu'ils ont mis, sur par exemple le visage qu'ils ont choisi de mettre, l'émotion qu'ils ont choisi de transmettre par rapport à ça. Est-ce que c'est une émotion positive, une émotion négative? Je t'ai donné un cas très concret là-dessus. Leur titre complet, c'est artistes d'effets spéciaux réagissent à des mauvais et des bons effets spéciaux. Épisode 14. Et donc, du coup, c'est pas des bons et des mauvais. C'est des mauvais et des bons. Pourquoi? Parce que s'ils réagissent juste à des bons trucs, c'est pas Ouais, ça aussi va pas intéressant. être Mais bien. s'ils réagissent à des mauvais, ils vont critiquer. Et le clash, dire que quelque chose est nul, critiquer quelque chose, c'est fondamentalement quelque chose qui, en termes d'émotion humaine, va toujours attirer de l'attention. Et cet élément de négativité va toujours attirer de l'attention. Et donc, tu vois que eux, ils ont dans leur titre le fait que ça va aussi être mauvais et qu'ils vont avoir cette réaction peut-être excessive, comme on l'avait dit, surjouer un petit peu à ces mauvais effets spéciaux. Et ça, j'y pense toujours dans mes titres, de comprendre, plutôt que dire pourquoi machin est super bon, d'essayer de trouver un mystère ou le côté obscur du truc ou une contradiction, tu vois, d'avoir cet effet de négativité, de conflit qui est au sein de ça. Et ça, du coup, il y a plein de manières de le faire. Et j'essaye sur YouTube d'étudier beaucoup de YouTubeurs pour comprendre comment est-ce que différents YouTubeurs peuvent amener ces éléments-là sans jouer non plus dans l'excès et dans le clickbait et dans la polémique, ce qui est toujours un danger. Et comment est-ce qu'eux, ils arrivent à le faire potentiellement de manière plus ou moins subtile. Et ça m'inspire aussi. C'est comme ça que au fil du temps, mes titres ont évolué, mes miniatures ont évolué, mon contenu a évolué, mes accroches. En gros, l'accroche, ça serait les 2 premières minutes de la vidéo qui sont vachement importantes parce qu'une personne qui ne te connaît pas va décider très rapidement si la vidéo va avoir le sens d'être suivie. Et là, je vais me dire, mais vraiment, OK, j'ai mon sujet, j'ai mon concept. Quelle est l'accroche qui va être bien? Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de la vidéo de Fabien Licard. Quand j'ai vu cette accroche, je me suis dit, parfait, c'est l'accroche parfaite pour cette vidéo qui va te mettre la bonne émotion, la bonne anxiété et qui va ensuite te set up, en fait, te mettre le terrain pour tout ce qu'il va te raconter après sur l'importance du temps, de la productivité, sur son rapport personnel avec le temps et bien sûr sur son livre et ce que tu vas apprendre dans son livre. D'accord. Bah justement, une des tendances moi, que j'essaye de mettre en place et que j'ai observé depuis, on va dire, 1 an, 2 ans, c'est de faire réagir sa communauté. Alors, c'est pour ça que, par exemple, dans cette vidéo, bah, je dirais, bon alors, qu'est-ce que vous pensez de Stan? Est-ce que vous avez aussi des exemples comme ça de vidéos qui vous ont choqué? Voilà. Est-ce que toi, tu t'es mis aussi à essayer d'inciter les gens à faire du commentaire, à partager, à liker, mettre leurs émotions, leurs réactions? Parce qu'en fait, c'est vrai Ouais. que la tendance pendant très très longtemps, et on le voit, je fais pas mal de youtubeurs, c'était à la fin de dire bon allez vas-y, et si tu aimes ça, tu likes et tu partages machin. Maintenant, c'est plutôt essayer de leur dire ok, fais-moi partager ta propre expérience, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi dans la vidéo. Alors c'est vraiment un changement parce que pour moi, je suis habitué au ton, comme beaucoup de gens, à être professoral, je sors mon truc, tac et c'est bon. Alors que maintenant, il faut plutôt aller dans l'interaction et c'est ce que les gens préfèrent. Toi, est-ce que tu as commencé à adopter ça? Est-ce que tu as des petits conseils là-dessus? Moi, ce que j'aime bien, c'est donner aux gens un sens de l'impression que leur avis est important et qui va impacter la suite. C'est souvent moi ce que je fais. Donc, par exemple, il y avait une fois, j'avais fait une vidéo qui était particulièrement longue et j'ai fait à la fin, bon, bah voilà, c'est une vidéo qui était particulièrement longue, mais je suis intéressé de savoir ce que vous en avez pensé, si vous pensez que c'est un format qui fonctionne pour moi et si je devrais faire plus de vidéos longues ou si vous avez trouvé ça trop long.
Et évidemment, bon, la plupart des gens ont dit que c'était très bien que ça soit long, parce que sinon, les gens qui trouvaient ça trop long, ils étaient déjà partis. Mais ça donne une raison aux gens de répondre. Et puis d'ailleurs, je les lis, les commentaires, et tu vois, ça m'apporte quelque chose. C'est aussi un feedback qui est intéressant. C'est comme un mini sondage au sein de la vidéo. Mais les gens ont l'impression d'être écoutés. Et puis en plus, bien sûr, ça fait cet effet où, algorithmiquement pour YouTube, c'est un bon signal d'avoir les gens qui vont répondre à ça. Donc, il y avait d'autres éléments où, par exemple, à la fin de ma dernière vidéo, la vidéo, c'était comment j'ai écrit mon livre. La vidéo s'appelle Pourquoi écrire un livre prend aussi longtemps. C'est encore un exemple tu vois, de ce côté un peu négatif ou de ce conflit. Pourquoi ça prend aussi longtemps? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Et donc, à la fin de cette vidéo, je dis, voilà, on a parlé dans cette vidéo du processus d'écriture de mon livre. Il y a plein d'actions marketing que je suis en train de mettre en place et j'ai un gros plan marketing. Je vous en parle pas maintenant parce que je vais attendre d'avoir les résultats. Si ça vous intéresse de voir cette vidéo sur le plan marketing, laissez-moi un commentaire et puis si j'ai assez d'intérêt, je la ferai. Et c'est pas faux parce que si j'ai assez d'intérêt sur cette vidéo, je ferai la vidéo sur le marketing. Donc, je gauge un peu l'intérêt souvent pour une autre vidéo du même type ou alors une vidéo en continuité de ça et je vais souvent en parler à la fin de la vidéo parce que sinon, les gens vont te laisser un commentaire, mais ils vont dire super vidéo, très bien, mais toi, tu n'apprends pas grand-chose. Et eux, ils n'ont pas l'impression, ils ne sont pas incités, ils n'ont pas l'impression de donner un commentaire sur un truc précis. Alors que si tu sollicites le commentaire en disant voilà, un point précis et dites-moi ce que vous en pensez, les gens vont plus te laisser un commentaire et puis tu apprendras quelque chose sur ce que les gens apprécient dans ton contenu ou pas. Si par exemple, je dis voilà, s'il y a un autre film ou un autre YouTuber que vous voudrez que j'analyse, laissez-moi un commentaire. Et là, je vais avoir des idées gratuites de vidéos qui vont m'être données, plus de l'engagement sur ma vidéo, plus mon audience a l'impression d'être écoutée et de pouvoir réagir. Et parfois, récemment, je fais encore des trucs encore plus bizarres. Donc, pour la vidéo sur l'écriture du livre, j'essaie de trouver une miniature du type j'ai écrit un livre, ça a failli me rendre fou. J'essaie de jouer sur ce côté, donc j'ai failli devenir fou en écrivant mon livre. Donc, encore une fois, le côté conflit, le côté négativité, le côté qu'est-ce qui va se passer. Et donc, une des miniatures que j'avais étudiées pour le faire, c'était de reproduire la fameuse image de Shining où Jack Nicholson a pris sa hache et a décalé la porte et va ensuite mettre son visage dans le trou de la porte comme ça. Ouais. Et je me suis dit, tiens, ça serait drôle de reproduire ça avec la hache, etc., dans la miniature. Après, je me suis amusé. Voilà, j'avais envie de m'amuser un Péter petit une peu. porte avec une hache, bah dis donc. Non, j'ai pas, mais je me suis photoshopé dans l'image du film en faisant la même tête. Tu vois. Et du coup, j'ai vu ce que ça donnait. Le problème, c'est qu'en tant que miniature, ça ne fonctionnait pas trop parce que, en gros, ça prenait trop de place et ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, tiens, c'est assez marrant. Donc, je l'ai posté. Maintenant, sur YouTube, il y a un onglet qui est l'onglet communauté. Ouais. Qui va être un onglet pour poster des posts directement, texte ou images et des sondages à ta communauté où tu peux poster directement des choses. Je dis, je vais poster ça et je vais voir ce que ça fait. J'ai posté ça en disant, voilà, j'ai fait cette vidéo pour ma dernière vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'aurais dû mettre cette miniature à la place? Et il y avait des gens qui étaient, mais c'est quoi? C'est bizarre, je ne comprends pas. Ouais, Des gens qui ne catchaient pas la référence de Shining. Il y avait des gens que ça faisait marrer, qui m'ont mis un commentaire en disant, ah, c'est trop drôle, c'est super. Donc, qui me dit, oh, tu aurais dû mettre ça. Et des gens qui étaient fiers d'avoir trouvé Shining. Et tu vois, c'était un truc où je sais pas, c'était juste un petit élément fun que j'ai posté sur YouTube qui a pas de rôle particulier, mais je trouvais que c'était drôle que les gens puissent avoir le sens de. Et encore une fois, tu vois, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'aurais dû mettre ça? Fondamentalement, la vérité, c'est que cette miniature, je l'ai faite et ensuite j'ai décidé qu'elle fonctionnait pas en tant que miniature, même si je trouvais que l'image était marrante. Et je me dis, tiens, je vais l'utiliser d'une manière différente. Mais en demandant l'input des gens, c'est drôle, tu vois, ils ont l'impression d'être un peu engagés dans le truc, ils ont l'impression d'avoir une part de possession. Ça, je pense que c'est un élément psychologique qui est important. C'est l'idée que les gens ont l'impression de contribuer à ton contenu, à ton succès, et donc d'avoir une part de possession. Et que j'ai envie, par exemple, que si mon livre cartonne, que les gens qui me suivent aient un petit élément de fierté, de dire ouais, moi je le suivais ce gars-là et j'ai précommandé le livre. Ils ont un élément de possession, tu vois, et de participation à ce succès. De la même manière où voilà, ou si tu es fan d'un auteur et son dernier livre cartonne, tu dis ah tiens, moi je suis content et j'ai l'impression d'avoir participé à ma petite échelle à ça. Et donc le fait de donner aux gens des moyens de participer d'une manière ou d'une autre à ce que tu fais, c'est cool. Fabien Licard, d'ailleurs, faisait très bien ça dans son livre. Par exemple, il demandait aux gens de lui donner des défis ou des trucs comme ça. Tu vois. Et pendant l'écriture, il demandait aux gens de lui donner des petits inputs qui allaient ensuite se retrouver dans son livre. D'accord. Bon, ben, en tout cas, c'est un super truc. D'ailleurs, je vais en profiter. Ça me fait penser que je n'ai pas pris une petite photo là. Tac. Où il y aura la capture écran et ton bouquin. Comme ça, hop, ça va être fait.
Et donc, bah, je te remercie justement. Bah, on a parlé de ton livre, mais on n'a pas encore parlé du titre exact. Bah, quand est-ce que c'est dispo, dis-moi? Yes. Donc le livre s'appelle Votre empire dans un sac à dos. Le sous-titre, c'est Décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. C'est disponible le 30 janvier partout, dans les librairies, à la Fnac, chez Cultura, sur Amazon, etc. Il est déjà disponible selon le moment où les gens voient les vidéos en précommande sur Amazon. Et pour voir le sommaire, et puis on a aussi des bonus pour les gens qui achètent au départ du lancement. Le lien, c'est marketingmania.fr/empire et il y aura le sommaire et puis toutes les infos sur les commandes ou les précommandes selon le moment où les gens voient cette vidéo ou écoutent ces podcasts. Bah, super. Bah, je te remercie pour cette vidéo qui était vraiment passionnante et super intéressante. Donc, ben, j'ai hâte de suivre la suite puisque là, tu es déjà numéro un des ventes alors que le bouquin n'est pas sorti. Alors, j'espère que ça va être un best-seller et bah, que tu vas vraiment cartonner parce que tu le mérites bien. Et puis, donc, ben, à très bientôt alors pour ben, peut-être une prochaine interview. Et si tu viens en France, au plaisir de te revoir. Salut! Carrément. Merci, à bientôt. Ciao!